Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup environnement, souvent moins énergie. Pourtant l'énergie, on le sait, c'est un secteur industriel stratégique, c'est une ressource vitale hein, pour nous loger, pour nous nourrir, pour nous déplacer. Alors peut-être qu'avant de vraiment rentrer dans le détail chacun de vos énergies, j'aimerais vous poser une première question, on va dire introductrice, parce que finalement, avant de savoir quelle énergie nous voulons, quelle couleur, jaune, verte, bleue, il faut peut-être savoir combien nous en voulons. Et le Covid, à ce titre, a sans doute poussé nos réflexions là-dessus, parce que ça induit effectivement beaucoup de changements dans notre façon de vivre, hein, le fait qu'on ne soit pas déplacé quand même, ou très peu pendant presque 2 mois. Peut-être, Michel Pappalardo, commencer par justement cette énergie. Finalement, combien nous en voulons? À mon sens, ce qu'il faut d'abord, c'est effectivement réfléchir à limiter nos besoins. Limiter nos besoins, ça ne veut pas dire dégrader nos modes de vie, on est bien d'accord. Ça veut dire, à mon sens, deux choses très simples. C'est tous les outils, tous les moyens qui utilisent de l'énergie, il faut les rendre les plus efficaces possibles. Et puis dans la manière de nous organiser dans la ville, dans le territoire, dans l'urbanisation, etc., d'avoir des solutions qui soient elles aussi les moins possibles consommatrices d'énergie. Donc c'est une réflexion globale. Après, bien sûr, il faut savoir quelle énergie on utilise, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier de se poser d'abord cette question, parce que souvent, et je remercie de me la poser d'abord, souvent on me la pose après, c'est-à-dire que tout le monde a expliqué qu'il faut faire du solaire, de ci, de ça, et puis après on me dit, bon, mais alors finalement, il faudrait peut-être aussi la réduire. Je crois vraiment que c'est le premier point, parce que de toute façon, l'énergie, ça coûte, et donc pour la dimension sociale même du sujet, voilà, autant essayer de faire en sorte que les uns et les autres, et on l'a vu dans un certain nombre de crises ces derniers temps, ne soient pas dépendants d'une consommation d'énergie importante dont le prix en plus varie et donc qui les met en situation de difficulté. Deuxièmement, de toute façon, quelle que soit la forme d'énergie qu'on utilise, elle a un impact sur l'environnement. Alors des fois c'est sur la pollution de l'air, des fois c'est sur le climat, des fois c'est sur d'autres types de pollution, mais c'est une activité humaine. Elle a forcément un impact sur l'environnement, donc autant essayer de réduire cet impact. Et puis troisièmement, je pense que là en ce moment on réfléchit un peu en termes de résilience du fait de la crise et de la pandémie, et le fait d'être moins dépendant, quelle que soit la chose dont on est dépendante, et en l'occurrence de l'énergie, le fait d'être moins dépendant, ça vous rend plus résilient. Donc, réfléchir vraiment très globalement, mais aussi de manière très micro sur chacun des moyens qu'on utilise à être le plus efficace possible, moi, ça me paraît la priorité. Après, bien sûr, toutes sortes d'énergies sont utiles. Alors, Jean-Bernard Lévy, Benoît Potier, je pense qu'on a envie de vous entendre justement répondre à cette question-là, sur cette prise de conscience de l'énergie. Combien est-ce qu'il faut qu'on en consomme? Les citoyens aussi ont pris conscience vraiment de ce problème de production. Oui, absolument. Je crois que poser le débat en termes d'abord d'enjeux énergétiques est une bonne façon de rentrer dans le sujet. Le citoyen, lui, on vient de le dire, a besoin en fait de changer un peu ses modes de vie, d'être conscient en fait que l'énergie est un gros enjeu pour la planète et que c'est un enjeu totalement lié à celui du climat. Donc je pense que ça, c'est un point de départ. Du côté des entreprises, ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu dans les quelques dernières années, mais avec un phénomène d'accélération assez curieux, mais post-Covid, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est vraiment très récent, une prise de conscience au niveau de la planète, de tous les industriels, qu'il va falloir changer quelque chose dans les procédés pour gérer, consommer son énergie différemment. Et donc on voit actuellement, et ça c'est un mouvement vraiment important, beaucoup d'industriels réfléchir aux quelques 4-5 prochaines années pour savoir comment ils vont pouvoir se transformer. Donc pour moi, il y a une prise de conscience et un enjeu de transformation. Alors après, on pourra rentrer dans le détail de quelles énergies, comment. Mais ce que moi je ressens, c'est qu'il y a vraiment maintenant une prise de conscience. Et en termes de business, puisqu'on est représentant du monde du business, nous avons de plus en plus de demandes de clients qui viennent nous voir en nous disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut transformer. Et souvent, ce sont les cœurs de métier qu'on essaye de transformer. Donc cette
révolution tant attendue du comportement en matière de consommation d'énergie est en train d'arriver. Alors évidemment, on demande des énergies le plus renouvelable possible, le plus bas carbone possible. On va en parler dans un instant. On va terminer ce premier tour de table justement sur cette question du produire combien. Jean-Bernard Lévy, on a envie de vous entendre là-dessus. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on va produire ce qu'il y aura besoin d'être consommé. Je voudrais d'abord rappeler que c'est la demande qui tire nos métiers. Deuxièmement, je crois qu'on est à un tournant parce que il y a évidemment eu à un moment la tentation de compter essentiellement sur des mesures fiscales pour faire changer les comportements. Il est évident quand on voit ce qui s'est passé en France et ailleurs que ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Nous, on mise aujourd'hui essentiellement sur la prise de conscience. Donc on a un travail de pédagogie à faire qui est très très important. On s'adresse à tous les Français, qu'ils soient dans des grands groupes, dans des petites entreprises, des ménages de toute nature. Une prise de conscience qui est très importante et de la technologie. Alors, on va parler de la production, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les outils de l'intelligence artificielle viennent nous aider à contribuer, mais de façon vraiment majeure, à la sobriété énergétique. Je vais vous donner un exemple. Nous avons proposé à tous nos clients gratuitement un algorithme qui leur permet de comparer leur consommation à ceux de ménages type qui auraient la même composition du ménage dans la même région, avec le même climat. Ceux qui vont régulièrement sur ce site, qui sont donc informés de ce que peut apporter l'intelligence artificielle, économisent 12% sur leur facture. C'est considérable, effectivement. Donc, on le voit, l'intelligence artificielle intervient. Éric Scotto, alors pour vous, cette prise de conscience, vous la sentez également de la part on va dire, de la société tout entière? Alors, oui, allô? Ouais, très bien. En fait, comme disait Jean-Bernard, enfin, il a qualifié ce moment, d'un tournant. Moi, je pense qu'on est à un moment historique. C'est un tournant, c'est un basculement, on va l'appeler comme on veut, peu importe. On est en train de passer d'un modèle de production énergétique qui a été centralisé, avec un modèle de distribution centralisé, à un modèle complètement différent, petit à petit, qui va être un modèle durable et complètement décentralisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va permettre à l'ensemble des territoires et les citoyens qui habitent ces territoires de consommer différemment. Alors j'espère consommer moins, parce que ça c'est la base. On dit toujours l'électron, le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas, bien entendu. Donc c'est quelque chose qui est connu. Mais aujourd'hui, les citoyens vont pouvoir s'impliquer au cœur des territoires et choisir leur mix énergétique, choisir de consommer différemment. Et ça, c'est très, très puissant. Pourquoi? Parce que c'est choisir de créer de l'emploi en Île-de-France. C'est choisir de créer cet emploi pour produire l'énergie, mais pas seulement l'énergie primaire que l'on consomme, c'est-à-dire l'électricité que vous connaissez tous et qui nous éclaire aujourd'hui, ou celle qui est utilisée par les entreprises. Mais le grand changement qui est en train de se passer, qui va venir compléter tout ça, c'est la mobilité. On va avoir un changement profond dans la façon de consommer la mobilité. On va aller vers une mobilité électrique, une mobilité hydrogène. On en reparlera, je suppose, tout à l'heure. Donc c'est ça qui est réellement en train de se passer, c'est ce basculement, c'est cette révolution en matière de modèle énergétique. Donc un modèle énergétique durable et décentralisé qui va venir se substituer au modèle qu'on a connu et qui va disparaître petit à petit, j'espère. Merci Marion Richard. Alors pour vous, cette sobriété énergétique, est-ce qu'elle est en train de se construire? Comment est-ce que vous la voyez? Quelle est votre vision? Elle est en tout cas essentielle. Il y a eu récemment certainement une prise de conscience. Après, cette prise de conscience des citoyens, des collectivités, elle n'est pas nouvelle. C'est un mouvement de fond qui va croissant. Les citoyens, les acteurs locaux, les collectivités ont un vrai souhait, et c'est de plus en plus fort, de se réapproprier la transition énergétique, de se réapproprier ces questions-là et de ne plus les laisser seulement aux mains seulement de l'État ou de grandes entreprises. Vraiment, on a un souhait très fort que la transition énergétique soit aussi réalisée par les acteurs locaux, que ce soit en termes de réduction des consommations, que ce soit aussi en termes de production d'énergie et de production
et de production d'énergie renouvelable. Donc on a une prise de conscience qui est vraiment très croissante et qui n'est pas juste on va dire du saupoudrage. On sait que vraiment aujourd'hui les citoyens, les collectivités sont déjà en mesure de produire de l'énergie, de maîtriser cette production d'énergie et de réduire leur consommation aussi. Voilà, c'est possible, ils savent le faire. Moustapha Bakouri, vous êtes avec nous en visio. On regrette bien sûr que vous n'ayez pas pu être présent physiquement. Quel est votre avis sur cette première question, donc, on va dire, pu démarrer notre débat, cette question justement, donc, on va dire, de la consommation d'énergie, de cette sobriété énergétique. Comment vous voyez les choses? Bien, merci d'abord de me permettre d'intervenir, même à distance. Je regrette fortement de ne pas être à Paris. Je voudrais, si vous le permettez, au préalable, féliciter Valérie Pécresse et le Conseil régional d'Île-de-France pour cette initiative qui permet, je crois, au territoire de s'emparer de cette question du climat, parce que la bataille du climat se gagnera ou ne se gagnera pas dans les territoires. Et pour contribuer par rapport à cette première question, je crois que nous avons besoin de produire ce qu'il faut pour assurer le développement économique et social dans nos populations, auxquelles nos populations peuvent aspirer. Cela dit, les technologies d'aujourd'hui, l'évolution des systèmes énergétiques aujourd'hui permettent de faire des optimisations qui n'étaient pas forcément possibles avant, notamment au niveau de la performance des systèmes électriques, si je ne parlais que des systèmes électriques, mais cela s'applique à l'énergie de manière plus générale. Je crois que nous avons aussi des leviers qui devraient nous permettre au final de produire une électricité, mais la plus utile possible. Je fais allusion aux tarifications, aux systèmes fiscaux, à la manière dont les subventions sont aujourd'hui utilisées et qu'il faut, à mon avis, revoir parce que c'est des vecteurs d'encadrement pour que cette énergie qui est nécessaire pour le développement économique d'un côté, mais malgré tout l'un des premiers secteurs responsables des émissions. Et je crois qu'il faut chercher en permanence à optimiser ce qu'il faut pour le développement, mais sans ignorer les impacts climatiques. Il s'agit de faire un mariage intelligent entre le développement et le climat et l'environnement. Merci beaucoup, on reviendra bien sûr régulièrement vers vous. Alors à partir de là, quelle énergie est la plus efficace, quelle énergie mettre en place, quel mix énergétique faut-il concevoir? Jean-Bernard Lévy. Je crois qu'il faut parler de deux mix énergétiques. Il faut parler de la part de production d'origine fossile, le moins possible. Nous, on s'est engagé à travers notre raison d'être vers la neutralité en 2050. C'est un engagement d'EDF. La production des énergies centralisées, le nucléaire et l'hydraulique qui sont pilotables, et puis la production des énergies renouvelables qui nécessitent des moyens de stockage ils prennent beaucoup d'importance. Je voudrais souligner tous ceux qui ont observé la situation de la Californie, qui est quand même un pays un petit peu développé. C'est pas, bon. Il y a eu des coupures qui ont été organisées par le gouverneur et ses services parce que le pourcentage de production pilotable était tombé trop bas il y a environ 3 semaines. Donc il faut faire attention entre ce mix énergétique avec les différents moyens de produire et puis ce qui est pilotable et ce qui ne l'est pas. Il y a un deuxième aspect qui va commencer à prendre de l'importance. Aujourd'hui, il n'en a pas sur le plan macroéconomique, mais il va prendre de l'importance. C'est ce que disait Madame, c'est ce que disait l'excellent témoignage de la maire de cette ville d'Île-de-France, en Seine-et-Marne. C'est la part de la production centralisée qui pose des problèmes de gestion extrêmement complexes. L'injection des productions décentralisées dans le réseau pose des problèmes aux gestionnaires de réseau qui n'ont pas pour l'instant trouvé de solution à grande échelle. Comment on optimise cette production décentralisée par rapport à la production centralisée, mais on espère que dans quelques années, on aura les moyens, justement, à nouveau, avec des capteurs, avec de l'intelligence artificielle, de régler le sujet. Donc on est dans un système qui s'est beaucoup complexifié, le pilotable et le non pilotable, le poids du stockage, le coût du stockage, on parlera sûrement d'hydrogène,
peut-être pour certaines applications plutôt de mobilité que de stockage stationnaire, on verra. Évidemment, on parlera de batteries pour compenser ce qui n'est pas pilotable. Et puis comment, avec cette demande qui est extrêmement forte de tous les acteurs économiques, mais même des ménages, de tous ceux, en particulier parmi les jeunes qui sont intéressés par ces sujets, comment on injecte un nombre absolument considérable d'unités de production décentralisées dans un réseau qui n'a pas été conçu pour ça. Et c'est un problème technique que nous allons avoir à résoudre. Benoît Potier, alors pour vous, ce mix énergétique, il doit comprendre, on va dire, tous ces ingrédients-là, mais dans quelle proportion aussi? Et il y a des énergies vers lesquelles il faut peut-être davantage aller et qui sont plus prometteuses. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hydrogène, notamment en ce moment. Oui, donc moi, mon point de départ, c'est le fait qu'en tant qu'industriel, nous sommes très fortement consommateurs d'énergie. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Et dans le monde entier. Donc on a aussi une capacité d'observation de ce qui se passe dans le monde et des transformations. L'énergie, il faut bien voir que si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, ça n'est pas qu'une seule forme ou un seul usage. On pense beaucoup électricité parce que c'est une énergie qu'on utilise énormément, mais on utilise aussi de l'énergie pour se déplacer, comme fuel, comme carburant pour la mobilité. Donc là, on a un autre usage et donc peut-être une autre forme d'énergie. On utilise aussi énormément d'énergie pour la combustion, pour la chaleur. Et c'est extrêmement générateur de gaz carbonique aujourd'hui, puisqu'on brûle essentiellement du carbone. C'est comme ça qu'on fait de la chaleur. On peut faire de la chaleur avec l'électricité, bien évidemment aussi, mais les usages sont relativement différents. Et quand on pense mix énergétique, il faut penser à quoi ça va servir et où est-ce qu'on peut effectivement transformer la façon dont on consomme de l'énergie pour être beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre. À ce titre, évidemment, l'hydrogène est un vecteur énergétique de premier plan, il est abondant, et l'hydrogène a cette caractéristique qu'il peut être à la fois un fuel, un carburant, produire de l'électricité dans les voitures électriques et donc être propre à l'endroit d'usage. L'hydrogène est aussi un générateur de chaleur. C'est-à-dire qu'on peut faire brûler l'hydrogène et créer de la chaleur de très haut niveau de température, donc c'est une chaleur de qualité. Et quand on brûle de l'hydrogène, on ne produit pas de CO2, on ne produit que de l'eau. Donc c'est aussi un générateur de chaleur, donc c'est un fuel, générateur de chaleur, et si on l'utilise dans une pile à combustible, on peut produire de l'électricité. Donc l'hydrogène, quand on parle mix énergétique, est évidemment un produit extrêmement intéressant, puisqu'il est au carrefour finalement des principaux usages de l'énergie. Alors l'hydrogène n'a pas été présent, juste un petit rappel sur l'histoire, l'hydrogène existe depuis très longtemps, c'est l'élément le plus abondant dans l'univers. Oui, on se demande pourquoi on ne l'a pas utilisé avant alors. Alors on l'a utilisé dans l'industrie spatiale depuis un demi-siècle, parce qu'on n'avait pas de moyens d'emmener des carburants simples à bord des fusées, puisqu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas d'oxygène. Donc en fait, on a créé les deux éléments essentiels pour les fusées, qui sont l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Donc l'hydrogène est en fait produit, liquéfié, transporté et utilisé dans les fusées depuis 50 ans. Donc ça veut dire que c'est en fait un produit relativement banal, entre guillemets, dans un certain type d'industrie. Les technologies qui transforment l'hydrogène en électricité sont récentes. Les principes sont anciens, mais les technologies, je dirais, un peu compétitives, sont plutôt récentes. Donc c'est ça qui explique qu'on n'en a pas utilisé beaucoup. Récentes, est-ce qu'elles sont assez sécurisées aussi Alors la sécurité est toujours la première question que tout le monde pose, qui est légitime. L'accidentologie en matière d'hydrogène, que nous connaissons très très bien, est assez peu différente, pour être clair, d'une accidentologie normale dans des produits industriels. Donc quand on sait maîtriser la chaîne, et les industriels professionnels le savent, il n'y a pas un risque additionnel par rapport à d'autres produits. Donc c'est un produit qui est important, ce qui veut dire, pour répondre précisément à votre question, qu'aujourd'hui où on se pose cette question du mix énergétique pour la planète, introduire l'hydrogène dans le mix énergétique est quand même une solution séduisante et une solution dont on aurait tort de se priver. Dernier petit point, l'hydrogène permet de stocker de l'énergie électrique en excédent, parce que les rendements, le cumul des rendements n'en fait pas une énergie de premier plan pour toutes les situations. C'est sûr que quand une centrale produit de l'électricité, qu'on a besoin de cette électricité sur le réseau, la meilleure solution, c'est d'utiliser l'électricité directement sur le réseau.
Mais quand on en a trop de soleil, trop de vent ou trop de capacité qu'on ne peut pas l'utiliser, à ce moment-là, on peut stocker cette électricité sous forme d'hydrogène. Et quand on en aura besoin, restituer l'hydrogène sous forme d'électricité. C'est donc un élément de stockage, et ça, c'est un point extrêmement important dans le mix énergétique et la gestion de l'énergie du futur. Le stockage, effectivement, c'est un point très important. Vous dites trop de soleil, trop de vent, mais souvent, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément assez de soleil ou assez de vent. Et c'est bien ça, Éric Scotto, peut-être le problème de ces énergies renouvelables, c'est cette question du stockage aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir davantage les développer ? Alors, moi, je vois absolument aucun problème avec les énergies renouvelables. Hein. Je suis désolé. En stockage. Non, mais de problème tout court, puisque Jean-Bernard parlait tout à l'heure de pilotage, etc. On a la chance en France d'être dans un pays où on a un réseau, une entreprise qui a fait tout ce qu'il fallait pour avoir un réseau extrêmement solide. Donc, il ne faut pas avoir peur du rééquilibrage du mix énergétique et d'aller le plus rapidement possible vers 50% d'énergie pilotable historique nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. C'est dans la PPE qui a été publiée le 23 avril. Donc ça, c'est pour la France. Il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi il n'y a pas de problème avec les énergies renouvelables ? EDF, nous avons travaillé ensemble sur l'île de la Réunion il y a 8 ans. On s'approchait de cette barrière qu'on pensait impossible à franchir, des 20 ou 23% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique du petit réseau réunionnais, où on va bientôt avoir 1 million de personnes. Donc on n'est pas en train de parler d'alimenter un village, hein, on est en train de parler de 1 million de personnes sur l'île de la Réunion. Et effectivement, on a abordé la question du stockage il y a 8 ans, stockage à partir de batteries lithium-ion. Et c'est vrai que les équipes de SEI, d'EDF, ont été très très actives à nos côtés dans ce projet. Et c'est vrai que ça leur faisait un petit peu peur de passer de la vieille centrale à gaz de pointe qui vient soutenir le réseau en cas de problème et d'enchaînement fatal au niveau de la disponibilité du réseau. Et on a introduit ces fameuses batteries lithium-ion. Et très très vite, à la fois les équipes et nous-mêmes, nous sommes rendus compte qu'on avait amené un confort extraordinaire dans le pilotage justement du réseau. Donc pourquoi on ne doit pas avoir peur des énergies renouvelables ? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a la data, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout un tas de solutions. C'est une question de temps, il faut repenser la façon dont on gère la demande, dont on gère sa consommation, c'était votre première question. Et on va très facilement arriver à rééquilibrer ce mix énergétique. Maintenant, il ne faut pas être ethnocentré. J'ai adoré ce qu'a dit Madame le maire d'Annette-sur-Marne tout à l'heure, puisqu'on a construit cette ferme à Annette-sur-Marne. C'est important que la région Île-de-France prenne sa part dans la production d'énergie, puisqu'on importe l'énergie en Île-de-France. On ne produit pas l'énergie dont on a besoin. On a quand même 1/5 de la population qui vit dans cette région, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, et on a beaucoup d'invités étrangers, et on est très heureux d'avoir M. Bakouri, des gens de Suède, des gens d'Abidjan, merci d'être là. Il n'y a pas que la France. Nous n'avons pas le temps d'attendre 2050. Arrêtons avec cette date qui circule en permanence. Valérie Masson-Delmotte l'a précisé tout à l'heure, les lycéens qui étaient à notre place ici en ont parlé, ça suffit. Cette date de 2050, c'est maintenant. Et attendre est criminel. Pourquoi ? Tout est là. Les technologies sont là. Les énergies renouvelables sont le moyen le plus compétitif de produire de l'énergie. Ce n'est pas EDF qui me contredira. EDF avait battu il y a quelques semaines le record mondial du kilowattheure le moins cher à partir de l'énergie solaire. La bataille économique est gagnée. Les technologies sont là, les technologies d'intelligence artificielle, de pilotage, etc. Donc il faut ardemment et urgemment s'atteler à repenser tout ça, repenser ce modèle-là. Et nos amis africains, eux, ne se posent pas la question du mix énergétique dans la plupart des régions. Ils se posent la question d'avoir accès ou pas à l'électricité. La population africaine va doubler dans les 20 prochaines années, donc le problème n'est pas le mix énergétique et le réseau. On ne pourra pas tirer des lignes à haute tension sur des centaines de kilomètres en Afrique, ça ne marche pas comme ça. On doit faire la place et on doit utiliser d'urgence ce qui est disponible, et ce qui est disponible de plus compétitif pour l'Afrique, ce sont les énergies renouvelables. Il faut fermer l'ensemble des centrales à charbon d'urgence, l'ensemble de tout ce qui est fossile pour produire de l'électricité, parce que ça n'est
pas compétitif sur le plan économique, ça c'est une chose, mais c'est dramatique et destructeur par rapport à l'avenir de ces lycéens qui étaient extrêmement émouvants tout à l'heure sur cette scène. Donc il y a urgence et tout est là. J'ai vu Bertrand Piccard qui porte ses 500 solutions et bientôt ses 1000 solutions. Donc si vous êtes en manque de solutions, je vous engage d'aller voir le site de Solar Input Foundation. Je vous assure, il y a déjà 500 solutions disponibles, il y en aura 1000 bientôt, il en parlera tout à l'heure. Tout est là. Alors je suis peut-être un peu passionné par tout ça, mais c'est parce que c'est de notre responsabilité, nous citoyens, de faire changer tout ça, et s'il vous plaît, pas en 2050. Pas en 2050. Avant de... Bravo. Avant de passer la parole à Mustapha qui nous écoute, qui est toujours avec nous, pour réagir notamment à ce que vous venez de dire, Éric Scotto, juste une petite question, Jean-Bernard Lévy, vous êtes d'accord avec Éric tout à l'heure quand il a dit les énergies renouvelables sont les plus compétitives, ce n'est pas EDF qui me contredira? Je vais vous faire un aveu, j'ai sur mon bureau en permanence le plan d'action que nous proposons pour accélérer le développement des renouvelables en France, et donc j'ai eu l'occasion de le remettre 5 fois ces 3 dernières années. Formidable. Alors, Mustapha, on vous écoute justement sur ce que disait tout à l'heure Éric Scotto, justement sur ce mix énergétique. Où est-ce que vous en êtes? D'abord, le mix énergétique et en tout cas électrique ça doit s'adapter à la réalité de chacun des pays et à chacun des territoires. Et je vais dans le sens là où il y a encore l'accès à l'énergie est faible, évidemment, il faut faciliter d'abord cet accès à l'énergie et construire le mix dans le temps. Là où la situation est différente, c'est le cas en France, c'est le cas en Europe de manière générale, c'est depuis peu le cas au Maroc où l'accès à l'électricité a atteint 99%. Là, maintenant, nous raisonnons mix électrique depuis quelques années pour avoir le mix électrique le plus adapté pour assurer aussi la compétitivité des acteurs économiques. Et nous inscrivons dans une dynamique pour atteindre un mix électrique où il y aurait le plus de renouvelables possible, avec des minimums qui sont fixés à chaque fois. On a une limite de 52% minimum à atteindre en 2030, ce qui est très ambitieux, mais l'idée c'est d'en faire plus. Et le reste, avec les énergies les plus flexibles, en priorité le gaz. Je dois dire qu'au Maroc, le débat a été relativement simple parce que nous n'avons pas ce conflit entre énergie renouvelable et énergie fossile, nous n'ayons pas de fossiles nous-mêmes. Et donc un consensus a été rapidement atteint pour mobiliser toutes les parties prenantes autour de tels objectifs. Et je dois dire aussi que l'implémentation au cours des 10 dernières années était moins onéreuse que ce qu'elle aurait pu être ailleurs, parce que nous étions dans une phase de croissance économique relativement élevée, au-delà de 4%, 4,5% en moyenne, parfois 5,5%, ce qui veut dire que nous pouvions facilement envisager le développement de tous les besoins électriques nouveaux par des projets renouvelables et de fait, la part du renouvelable augmente mécaniquement. Je dois dire qu'aujourd'hui, la situation risque d'être plus difficile, pas seulement un peu partout à cause des conséquences économiques de cette période difficile qui rendront nécessaire de faire des arbitrages. Alors, et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il faut vraiment se mobiliser pour que sur cette question d'énergie et notamment énergie propre, nous puissions continuer à jouer sur ce levier pour la bataille du climat en général. Je ne prévois pas que les choses soient faciles, mais pour aller dans le sens de M. Scotto, il y a encore beaucoup de territoires où l'accès à l'énergie reste quasi nul. Et il faut vraiment profiter aussi de cette occasion pour servir ces territoires. L'Afrique reste un désert électrique. L'Asie du Sud-Est, beaucoup de pays. Et je crois qu'il y a à faire aussi au nom de cette responsabilité collective, parce que la question du climat n'est pas uniquement une question d'un pays, mais la question de nous tous.
Merci. Michel Pappalardo, je vous voyais réagir tout à l'heure et vouloir prendre la parole, ainsi que Marion Richard, bien sûr, vous allez intervenir. Par rapport à tout ce qui a déjà été dit, justement, sur cette construction du mix énergétique, alors avec ces énergies renouvelables, avec quand même, malgré tout, la question de leur stockage, et puis avec la volonté aussi d'avoir des énergies de plus en plus propres, et puis cette question de timing aussi. Il y a beaucoup d'éléments, finalement, aujourd'hui, dans le débat à gérer, on va dire, en même temps. D'abord, je veux revenir sur ce qui a été dit, parce qu'en France, on a toujours tendance, quand on nous parle de mix énergétique, à partir sur l'électricité. C'est une partie du mix, on est bien d'accord, hein. Mais l'électricité n'est pas majoritaire dans l'énergie qu'on consomme en France. Il y a la chaleur, il y a le combustible, il y a le carburant, etc., etc. Donc ne l'oublions jamais. On se focalise toujours sur ce sujet-là qui est plus large qu'on ne le pense, même si on peut, on le voit bien aujourd'hui, mettre de l'électricité dans la voiture, ce qui vient diminuer la part des carburants. Mais justement, il faut le voir dans sa globalité, dans l'usage qu'on peut faire de l'électricité dans le mix globalement. Ensuite, je voulais juste revenir sur le fait, Jean-Bernard Lévy l'a dit tout à l'heure en disant on a complexifié, c'est clair que la diversité, la diversification, ça complexifie, ça c'est évident. C'est parfois aussi un peu plus cher à court terme, parce que il faut commencer, il faut débuter, il faut lancer les chaînes. Pourquoi on ne faisait pas d'hydrogène avant? Parce que justement, c'était quand même beaucoup plus cher que toutes les autres formes d'énergie. Donc, il faut intégrer aussi dans toutes nos réflexions une dimension moyen et long terme de la recherche, du test, se laisser la possibilité, dans un premier temps, de faire des expérimentations qui vont coûter plus que ça n'était prévu, enfin plus que les énergies qui sont sur étagère, etc., etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Je pense que c'est nécessaire, cette diversification. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en termes de résilience. Si on est mono-énergie, quelle qu'elle soit, mais vraiment quelle qu'elle soit, que ce soit de l'énergie renouvelable ou pas renouvelable, ou fossile, ou nucléaire, ou tout ce qu'on veut, on est moins résilient. Donc la diversification, elle a un coût, certes, mais ce coût, c'est ce qu'on gagne en résilience derrière. En possibilité de rebondir. Et j'ai un dernier point sur lequel je voudrais insister un peu, c'est moi, ça fait quelque temps quand même, pas mal de dizaines d'années même, que je travaille sur ces sujets-là avec les uns et les autres. Je suis un peu inquiète d'entendre exactement les mêmes discours que ce qu'on entendait il y a 10-20 ans, alors que le changement climatique, il est là. Et je trouve qu'on n'intègre pas suffisamment les conséquences du changement climatique, parce que bien entendu il faut se battre avant 2050 pour limiter le plus possible, mais enfin bon, on sait que pour le moment on n'est pas dans la bonne direction complètement, et on a déjà un pied dans le changement climatique. Il faut qu'on l'intègre dans tous nos modèles, dans le modèle économique, dans nos modèles en termes d'énergie, dans les modèles en termes de besoins. Aujourd'hui, je pense que c'est une faiblesse qu'on a. On ne le fait pas globalement, hein, systématiquement, et ça pourrait nous coûter cher, parce qu'il y a peut-être des solutions qui étaient bonnes avec un certain climat qui le sont moins, ou d'autres qui le seront plus. Voilà, il faut vraiment intégrer cette dimension-là, je pense, dans tout le modèle aujourd'hui. D'accord, je vais vous demander de réagir. D'abord, peut-être la parole à Marion Richard, donc, sur cette question du mix des énergies propres. Aujourd'hui, on sait qu'un mix énergétique à 100% renouvelable, c'est possible. C'est plus la question, il y a de nombreux travaux qui le montrent. Des travaux de Négawatt, des travaux de l'ADEME. Il y a RTE qui a montré récemment avec ses homologues européens qu'il était possible, avec les technologies disponibles, d'avoir un réseau avec des sources 100% variables. Donc aujourd'hui, c'est possible. C'est souhaitable. C'est souhaitable en termes de création d'emplois, en termes d'environnement, en termes de santé. Quand on parle de coût de la transition énergétique, on a trop tendance à oublier le coût de l'inaction et puis les bénéfices engendrés par la transition énergétique. Voilà, donc c'est possible, c'est souhaitable. Maintenant, les questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour accélérer ? La France, elle est encore beaucoup trop loin. Je rappelle qu'en termes d'atteinte des objectifs 2020 en matière d'énergie renouvelable, on est 26e sur 27 en Europe. Donc voilà, la question, c'est celle de l'accélération. Et l'autre question, c'est quelle transition on veut ?
Est-ce qu'on veut une transition qui est imposée par le haut, ou est-ce qu'on veut une transition qui soit faite par et pour aussi les acteurs locaux, les citoyens, les collectivités, aussi les acteurs privés, bien sûr. Et puis une transition qui permette de mieux partager les retombées économiques locales. Voilà, c'est ces questions-là. On n'est plus dans est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible et c'est souhaitable. Et 100% renouvelable, vous mettez quoi dedans alors comme énergie renouvelable? Les énergies renouvelables qu'on connaît aujourd'hui, donc le photovoltaïque, l'éolien, la chaleur bois, le biométhane, l'hydroélectricité, enfin voilà les énergies renouvelables. Et ça implique alors de changer certaines filières du coup, et ça pourrait aussi être compliqué à gérer en termes d'emploi dans ces cas-là. Bien sûr, mais on sait que la transition énergétique au global, elle est créatrice d'emplois et elle est plus, y compris en termes de, quand on compare les emplois que ça crée avec les emplois qui seront perdus, parce qu'on sait qu'il y aura des secteurs qui seront perdants dans la transition énergétique. Il ne faut pas se voiler la face. Mais les secteurs de la transition énergétique sont plus créateurs d'emplois que les secteurs qui seront aujourd'hui perdants dans la transition énergétique. Il y a une étude du CIRED qui a chiffré le scénario négawatt, donc il y a un scénario 100% énergie renouvelable, et qui montre que par rapport à un scénario tendanciel, un scénario de transition énergétique, eh bien ça crée 630 000 emplois de plus en 2030. Voilà, donc oui, c'est créateur d'emplois. Et combien seront détruits? Ça, on ne sait pas non plus. Bravo, en tout cas. Créer des emplois. Alors, est-ce qu'on peut faire du 100% renouvelable? Éric Scotto, j'aimerais qu'on entende aussi, bien sûr, Jean-Bernard Lévy et M. Benoît Potier aussi. Alors, Benoît avait raison tout à l'heure, hein, et Michel aussi, il faut absolument distinguer deux choses. En France, on a de la chance sur le plan du système énergétique, on a une énergie décarbonée. Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne la France, pour d'autres pays, il n'y a pas d'alternative. On va faire du fossile, faire une centrale au fioul, une centrale au gaz au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est, je dirais, limite criminelle compte tenu de ce qui se passe et l'accélération du changement climatique. Par contre, on a une chance, et là c'est de la politique ou même de la géopolitique, c'est que comme on parlait d'un système décentralisé, on a la chance au niveau des territoires de reprendre la main. Au niveau des pays, de reprendre la main complètement. Pourquoi ? Parce que sur le plan de la mobilité, qui est quand même une très forte dépendance à un certain nombre de pays limités dans le monde, ça ne va pas faire plaisir à un certain nombre de pays producteurs de pétrole, par exemple, pour ne pas les citer, ou de producteurs de gaz, on peut complètement changer la donne en, comme on disait tout à l'heure, changeant notre mode de consommation de la mobilité. Aller vers une mobilité électrique pour les véhicules légers, aller vers une mobilité hydrogène plus rapidement pour les véhicules lourds, c'est redonner la chance aux territoires de produire, donc de créer les emplois au cœur des territoires pour produire le combustible de cette mobilité. Donc, on retrouve une forme d'indépendance dans chacun des territoires. Et ça, la planète, bien sûr, les pays ne sont pas, sont plus ou moins bien lotis en fonction de l'ensoleillement, du vent, de l'eau. Effectivement, il n'y a pas une égalité, mais on pourra aussi jouer la solidarité à ce niveau-là, puisque l'hydrogène, ça se transporte. Donc aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a une ressource qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle le soleil, qui déverse chaque minute tout le besoin et toute la consommation d'énergie d'une année sur cette planète. Donc si on transformait ces électrons sur du stockage ou sur des combustibles transportables pour assurer la mobilité, c'est un changement stratégique et géopolitique extraordinaire. C'est de l'emploi local, c'est de la résilience, de l'attractivité pour nos territoires, pour une action qui est très consommatrice d'énergie, qui est simplement se mouvoir. Donc c'est là où je dis qu'il faut accélérer, puisque tout est là. Et effectivement, dans les années 50, il y avait déjà une utilisation de l'hydrogène, mais pour des raisons économiques, ce n'était pas possible. Quand on a un kilowattheure à 1,4 centimes d'euros, ou 1,3, comme ça vient d'être battu encore au Portugal la semaine dernière, écoutez, on a la chance de pouvoir faire de l'hydrogène à un prix tout à fait compétitif. Ce qui nous manque dans l'hydrogène, d'ailleurs on vient de mener, grâce à la région, depuis 2 ans et demi, la région Île-de-France a été une des premières régions à croire dans notre projet Last Mile, le dernier kilomètre.
C'est-à-dire un projet où on va pouvoir pénétrer le cœur des villes grâce à des véhicules lourds hydrogène. On vient de boucler complètement le tour de table de ce projet. On va installer 16 stations hydrogène en Île-de-France. On n'aurait pas pu le faire, effectivement, il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Le seul problème... C'est les constructeurs. Est-ce que les constructeurs sont prêts? Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque véhicule est au prix d'un prototype. C'est-à-dire que c'est un peu la poule et l'œuf. Bertrand, tout à l'heure, parlait de poulailler. Donc, c'est même plus la poule et l'œuf, c'est le poulailler. Il faut tout faire en même temps. Il eût fallu que les constructeurs s'y mettent, mais il n'y avait pas de marché. Donc, tout ça... Oui, mais le marché, on le crée aussi. Voilà. Et Michel disait tout à l'heure, il faut aider l'émergence de nouvelles filières. Donc, c'est ce que le gouvernement vient d'annoncer. Nous avons été, aidés par la région Île-de-France, par la Commission. Il faut bien amorcer les choses. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin d'une réalité économique pour cette mobilité hydrogène. Le seul caillou que nous ayons dans la chaussure aujourd'hui, c'est le prix des véhicules. Mais offrons un marché aux constructeurs et on aura des véhicules bon marché. Donc, on va y aller. Hein, et ce changement est en marche. Il faut espérer que les constructeurs, effectivement, le comprennent rapidement. Benoît Potier. Oui, donc je voudrais rebondir sur ce débat sur la mobilité hydrogène. Ça fait 3 ans que tous les matins, un chauffeur vient me prendre chez moi avec une voiture à hydrogène. 3 ans. Ben, bravo. Ce matin, je suis arrivé ici avec une voiture qui plus est européenne, parce que les premières étaient asiatiques, de très bonne qualité d'ailleurs. Mais asiatique, donc l'Europe s'y est mise et effectivement la technologie fonctionne, ça il n'y a pas de problème. Les véhicules sont extrêmement onéreux encore et on sait pourquoi, parce que quand on fait 1000 voitures ou 10 000 voitures, on n'a pas les effets d'échelle. Donc les Asiatiques sont partis avant nous, avant l'Europe, sur toute la conception des technologies de mobilité hydrogène, mais l'Europe a à peu près tous les atouts pour rattraper. Si on passe au transport lourd, et là je rebondis aussi sur ce que Eric vient de dire, là on a vraiment une capacité à faire la différence et à démarrer vite et fort. Un exemple, Alstom a vendu le premier train hydrogène en Allemagne pour des transports régionaux. La France n'a pas à attendre de voir si ça marche, puisque ça marche en Allemagne. Donc en fait, il faut accélérer les investissements et les décisions en matière de transport lourd. Le train fonctionne. Nous sommes en train d'étudier avec les grands professionnels de l'aviation ou du maritime la propulsion à l'hydrogène pour ce type de déplacement. La région Île-de-France a été la première région à mettre une ligne régulière de bus à hydrogène entre Versailles et Jouy-en-Josas qui fonctionne. J'en entends pas parler, donc ça veut dire que ça marche. En général, quand quelque chose ne marche pas, et Valérie en entendra parler, et j'en entendrai parler, donc ça veut dire que ça marche. Je rappelle aussi qu'à Paris, on a créé une société de taxis qui sont les taxis Hype, petits taxis bleus. On est parti avec 5 véhicules. Aujourd'hui, on en a 140. On va passer à 200, puis 600. Notre problème à Paris, c'est de trouver du terrain et des autorisations pour construire des stations-service. Ça a été le problème. Donc, en fait, je rejoins tout à fait ce que disait Eric. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons fait les tests. Nous pouvons aller beaucoup plus vite. Les industriels sont prêts à avancer. Donc, il faut simplement aujourd'hui s'organiser pour que cette transformation, au moins pour ce qui concerne l'hydrogène, se fasse. Un petit mot supplémentaire, puisque vous avez posé la question sur les autres énergies renouvelables. Moi, je crois à une autre énergie, c'est le biogaz. Il se trouve que nous avons, nous, des technologies pour transformer le biogaz en biométhane, c'est-à-dire prendre le gaz de l'agriculture et le mettre à la qualité requise pour le réinjecter dans le réseau. L'air liquide a des technologies de membrane pour faire ça. Donc nous avons aujourd'hui une position dans le biogaz qui est une position de leader mondial. Nous sommes la plus grosse entreprise au monde à produire du biogaz dans l'ensemble du monde, États-Unis et l'ensemble de l'Europe. Nous avons en plus des stations-service qui permettent de distribuer ce biogaz depuis le champ de production dans des stations et ensuite alimenter des transports légers ou lourds. Donc voilà une autre technologie qui aujourd'hui est disponible. Que ce soit en région Île-de-France ou de façon générale en France, nous aurions la possibilité de développer aussi cette énergie. Donc, mon seul message, c'est de dire, ça n'est pas lointain, ça n'est pas 2050, c'est effectivement tout de suite. Il y a une question de volonté, une question d'organisation. Je pense que la France, au travers du plan de relance, a pris un certain nombre d'initiatives qui sont excellentes. Il faut simplement maintenant
orchestrer tous ces investissements, les faire sur les projets qui ont un sens et pas en morcelant ou en émiettant les investissements un peu partout. Et si on le fait, je pense que la France peut prendre une position de leadership en Europe sur toutes ces énergies renouvelables. Une Europe des batteries notamment, oui. Et puis une large part du plan de relance est consacrée justement à la transition énergétique. Jean-Bernard Lévy, on a envie de vous entendre évidemment sur tout ce qui vient d'être dit, entendre vos réactions par rapport, est-ce qu'on peut faire du 100%, comme nous disait Marion Richard, énergie renouvelable? Que faire avec l'hydrogène? Faut-il encore le développer? On a envie de vous entendre. Je voudrais peut-être reprendre un petit peu de recul par rapport à ce qui a été dit. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Et si vous posez la question « peut-on ?», la réponse est oui, on peut. On peut, mais à quelles conditions? C'est ça. Voilà. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on a un problème d'acceptation. Alors, on a des gens qui disent « il n'y a qu'à ». Sauf que quand il s'agit d'aller implanter, ne serait-ce que les premières éoliennes offshore en France, l'appel d'offres, il a été fait il y a 10 ans. Où en sont les pays voisins? Où en est la France? Pourquoi en est-on là? Pourquoi est-ce que ce n'est pas accepté? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un sentiment d'unité là-dessus? Donc on peut dire c'est possible, sauf qu'ensuite il faut être un peu réaliste. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'hydraulique? Il y a un potentiel hydraulique, enfin, l'énergie hydraulique, elle existe depuis plus d'un siècle. Avant la guerre de 14, les premiers barrages en France. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le potentiel hydraulique français? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le solaire? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'éolien à terre? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'éolien offshore? Donc oui, on peut, mais aujourd'hui, qui l'accepte? Sous quelle forme? Qui en accepte le coût pour les paysages, pour les ressources en matières premières, et puis évidemment le coût pour les factures. Et on a vu quand il y a eu une tentative d'accélération que ça a conduit aux gilets jaunes. Donc on comprend bien qu'il faut trouver une espèce d'équilibre. Nul, plus qu'EDF, ne souhaiterait que ça soit mieux accepté, plus accéléré, mais nul, plus qu'EDF, ne voit qu'on a gagné l'appel d'offres il y a 10 ans sur les éoliennes offshore. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a une diversité de solutions. On a à se préoccuper de la manière dont c'est perçu par nos compatriotes. On a à se préoccuper sur la manière dont c'est financé. Et puis, je le répète, on a à se préoccuper de la manière dont c'est piloté. Là, je voudrais rappeler qu'on n'a pas envie de se retrouver dans la situation du gouverneur de la Californie qui a dû décider il y a 3 semaines à quel endroit je maintiens de l'électricité, à quel endroit je la coupe et pendant combien de temps. On n'a pas envie de ça. Donc, oui, on peut, mais à quel coût, sous quelles conditions, à quel rythme? Et donc, on va voir comment ça se passe. Et en attendant, on est, je crois, assez content d'avoir en France une électricité qui est tout le temps disponible et qui est nettement moins chère que dans les pays voisins. Et alors justement, en prolongement de ce que vous dites, où est-ce qu'on en est sur la filière nucléaire, alors aussi aujourd'hui? Puisque par rapport à la tout filière, ça, la filière nucléaire, quelle évolution? Comme les centrales sont très largement amorties, puisqu'elles ont été construites en moyenne il y a une trentaine d'années, elles sont très largement amorties, elles nous permettent d'avoir une électricité beaucoup moins chère que nos voisins, et donc c'est un facteur de compétitivité et d'attractivité, et donc c'est un facteur pour l'emploi. Je rappelle qu'il y a aussi 220 000 emplois dans les industries et les services autour de la filière nucléaire. Donc il va falloir trouver les bons équilibres. Nous pensons qu'il n'est pas réaliste de miser sur l'acceptabilité écologique et l'acceptabilité sociale et l'acceptabilité financière de scénarios qui aujourd'hui ne sont tout simplement pas en train de se produire. Regardons la PPE précédente, on est en retard. La PPE actuelle, on espère qu'elle sera réalisée. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Donc, regardons cela. Et donc, nous disons, ne laissons pas tomber la filière nucléaire, parce que si on laisse tomber la filière nucléaire, on sait où on va en termes d'acceptabilité et on sait où on va en termes de disponibilité. Donc, on a aujourd'hui un atout, à nous de savoir le gérer, plutôt que de dire c'est le passé. Non, ce n'est pas le passé, parce que ce n'est pas le passé pour les Chinois, ce n'est pas le passé pour les Indiens, ce n'est pas le passé pour les Américains. Je voudrais souligner que le Parti démocrate a fait sa révolution culturelle. Le programme du Parti démocrate à l'occasion des élections présidentielles et des élections au Congrès, on rappelle qu'il y a évidemment, savoir si c'est Biden ou Trump, mais il y a enfin aussi les représentants et les sénateurs qui vont être réélus. Le Parti démocrate a dit « Nous sommes désormais les promoteurs de l'industrie nucléaire civile ». Alors évidemment, des propos, on va dire, importants. Je pense que vous avez envie de réagir. Éric, peut-être Michel Papalardo, Marion aussi. Et puis bien sûr, on se retournera vers Mustapha aussi, qu'on n'oublie pas. Moi, j'aurais aimé réagir, si vous me permettez, sur
la question du prix. Parce que il faudrait que, il y a un truc que vous connaissez tous, c'est l'énergie est précieuse, économisons-la. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas un slogan légal en bas de toutes les pubs de fournisseurs d'énergie, mais que ça devienne une réalité. Donc c'est une question de storytelling, c'est une question d'histoire. Il y a de nombreuses années, il y avait une pub, pour ceux qui sont un peu plus vieux, ils se rappelleront, c'était Gérard Daboville qui faisait sa traversée à la rame. Hein, puis à la fin, il arrivait, et puis, chouette, un bon bain, et puis on voyait un bain, 10 centimes. Il faut arrêter ce genre d'histoire. Il faut arrêter définitivement. L'énergie, les 10 centimes, très bien, c'est pas cher, mais on sait très bien qui a payé le complément. C'est la planète qui a payé le complément. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, c'est précieux. Donc la première des choses à faire, c'est absolument de l'économiser. Alors c'est vrai, on peut se réjouir en France d'avoir une énergie pas chère, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Hein. C'est horriblement cher dans la plupart des pays dans le monde. Et puis pas cher, ça veut dire quoi? Quand on y ajoute toutes les taxes, etc., vous savez très bien que ça a un coût. Donc il faut aller dans cette logique de sobriété énergétique. Et ça, c'est absolument fondamental. Il faut changer les histoires, il faut reprendre tout à zéro. Et donc, si on veut aller, et je rejoins ce que disait Jean-Bernard tout à l'heure, si on veut accélérer, il faut changer de paradigme et changer d'histoire. Ce n'est pas normal qu'on mette 10 ans à construire une centrale offshore en France, alors que c'est absolument bénéfique pour l'avenir de notre pays. Donc il faut tout reprendre à zéro, c'est l'éducation, c'est les jeunes de tout à l'heure qu'on a senti extrêmement motivés justement pour changer leur mode de vie. Il faut qu'ils influent sur leurs parents, il faut qu'on accélère justement le changement de comportement. C'est aussi clé que les technologies. Ce n'est pas les technologies qui vont changer la planète, c'est nous qui allons la changer par une évolution de nos comportements grâce à l'aide des technologies. Mais il faut arrêter de croire que les technologies vont venir miraculeusement nous sauver dans quelques années. Marion Richat, Michel Papalardo, comment vous réagissez? Oui, on peut l'applaudir. Et surtout, alors, dans quelques instants, hein, vraiment, enfin, d'ores et déjà, hein, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Ah ben voilà. Alors, monsieur, allez-y, vous avez le bouton en vert. Il ne va pas tarder à s'allumer en rouge, je pense. Voilà, ça fonctionne. Merci de vous présenter. Bonjour, Luc Offenstein, je suis président de l'association fondateur OIE 349, OIE pour Oscar Yankee Echo, du nom de la balise qui guidait les avions sur l'aéroport d'Orly. Donc vous avez bien compris, mon combat c'est l'aérien. Voilà, on a parlé de transport. Un passager en avion consomme en général 50 à 70 fois plus qu'un passager en train. Donc il faut qu'on fasse des efforts de ce côté-là. Voilà. Contrairement au lobby aérien qui continue à nous dire que le transport aérien c'est 2% de gaz à effet de serre, en fait la toute dernière étude que j'ai sous le coude DBL Evolution donne 7,3% de GSE, tout confondu uniquement pour l'aviation en France. Voilà, ce qui est quand même énorme. Donc je m'étonne un peu qu'il n'y ait pas de présence de représentants du lobby aérien à Aéroport de Paris et DGAC en intervenant. Ça aurait été bien intéressant de les avoir. Maintenant, j'ai une question très précise. On aura la présidente d'Air France qui sera là. D'accord. Donc voilà, elle sera là demain. Bien, excusez-moi. J'ai une question très précise à poser à M. Potier. Donc je suis très intéressé effectivement par l'énergie de l'hydrogène. Mais j'ai deux questions importantes. La première, on me dit que la fabrication est extrêmement gourmande en énergie, la fabrication de l'hydrogène. Et quand je lis le rapport, on me dit qu'elle est essentiellement par vaporeformage d'hydrocarbures. Donc là, on est sur des hydrocarbures. Donc je voulais savoir où en est la recherche là-dessus de votre côté. Deuxièmement, pour les transports lourds, s'ils sont terrestres, je pense que c'est tout à fait envisageable. Maintenant, s'ils sont aériens, on a deux problèmes majeurs qui font que les réservoirs sont extrêmement lourds pour transporter de l'hydrogène.
Et deuxièmement, on me dit que la molécule est tellement fine qu'elle passe souvent à travers l'acier. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution de ce carburant pour, vous l'avez bien compris, le transport aérien qui, si jusqu'ici je me suis toujours battu parce que je suis sous les trajectoires et c'est le bruit qui m'apporte le plus, on a aujourd'hui une vision qui est tout à fait réaliste et il faut absolument, ce rapport le dit bien, diminuer par 2 le nombre de voyageurs avant 20 ans. Voilà, si on veut garder l'objectif. Merci. Donc à quand l'avion à hydrogène? Alors on l'étudie. On a déjà commencé à parler à un certain nombre de professionnels. Alors, c'est dans un premier temps pour les petits avions. Ce n'est pas encore les gros avions de ligne qui sont beaucoup plus difficiles à transformer immédiatement. Ça viendra peut-être un jour, mais peut-être que les biofuels arriveront avant l'hydrogène pour les gros avions. Mais les petits avions, ce sont des études très sérieuses. Il y a, dans un certain nombre de pays du monde, notamment aux États-Unis, beaucoup de gens qui étudient ce qu'on appelle les taxis volants, les VTOLs en anglais, et qui sont en fait des espèces de drones transporteurs de passagers, et qui sont en fait qui seraient évidemment électriques. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est sur batterie, mais à ce moment-là, il y a un petit rayon d'action, et il faut recharger tout le temps, ou sur hydrogène avec 2 fois plus de rayons d'action, et totalement propre l'un et l'autre. Donc l'aviation, l'industrie de l'aviation s'y est mise, et on a déjà des études en cours. Donc, alors, est-ce que l'hydrogène qui est produit pour ces avions est propre? Question, qu'est-ce que c'est que le vaporéformage? Est-ce qu'on n'en fait que comme ça? Alors, je vous invite simplement à relire, si vous ne l'avez pas fait, les communications de la Commission européenne, et notamment les définitions sur l'hydrogène. Ça clarifie les choses. Vous avez en gros 3 types d'hydrogène. Vous avez ce qu'on appelle l'hydrogène renouvelable, qui est fait soit à partir d'électricité renouvelable, soit à partir de biomasse, du biogaz. Et ça, c'est totalement renouvelable. Donc, c'est ce qu'on appelle le renouvelable. Vous avez un deuxième hydrogène qui est désigné comme bas carbone. Il est bas carbone parce qu'en fait, on a capté le maximum de carbone pendant sa production et on s'en est débarrassé, sincèrement. À ce moment-là, cet hydrogène-là, en fait, est infiniment meilleur que tout autre type de fuel aujourd'hui. En gros, ce qu'on émet comme carbone pour produire cet hydrogène est capturé à 90%. Donc il ne reste plus que 10% du carbone. C'est bas carbone. Et puis il y a l'hydrogène qu'on fait aujourd'hui, qui est à partir de fuels fossiles. Donc on appelle ça fossil-based, donc à base de fossiles, et qui lui émet du CO2 moins que bien d'autres fuels, mais il en émet. Donc vous en avez 3 types. C'est celui qu'on appelle le gris, c'est ça, l'hydrogène gris? Oui, alors on a essayé d'abandonner les couleurs. Bon, maintenant, vous pouvez utiliser les couleurs, hein, ça c'est... Mais la Commission européenne s'est posé la question, elle a dit c'est trop compliqué, on fait du green, du grey, du blue washing, donc on ne savait pas ce qu'on voulait dire, donc elle a refait les définitions, ce qui me paraît une bonne chose pour l'Europe, et d'ailleurs on peut le diffuser dans le monde entier. Alors pour les transports lourds, terrestre, on l'étudie, et là il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Pour l'avion, les réservoirs effectivement sont lourds, mais l'hydrogène est très léger. Donc ce qu'il faut, c'est pas comparer le poids du réservoir, mais le poids du réservoir et du carburant, l'un et l'autre. Et non, c'est meilleur pour l'hydrogène, c'est d'ailleurs bien meilleur pour les voitures aussi, ou pour les camions. Quand vous mettez des batteries à bord pour faire une certaine autonomie, vous avez dans une voiture des 400 kg, 500 kg de batterie. C'est un peu aberrant de se dire qu'on transporte 500 kg de batterie pour nous emmener, nous, 80 kg d'un point A à un point B. Donc la réflexion doit être menée évidemment sur le poids du stockage, mais également sur le poids de l'hydrogène, qui est un élément extrêmement léger. Et donc le bilan est largement positif. Vous avez ensuite posé la question de la molécule. Les molécules, oui. Comment on la produit? Oui, la compatibilité avec les aciers, pardon. Alors, oui, c'est une molécule extrêmement fine. On connaît en fait ses propriétés. Il faut, pour être très précis et concret, certains types d'acier pour pouvoir être certain que l'hydrogène, en gros, ne fragilise pas l'acier. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on connaît. Les réservoirs ne sont pas en acier. Tous les réservoirs dont on parle, ils sont en fibre de carbone.
avec un liner à l'intérieur. Donc en fait, la résistance mécanique est absolue. Ce sont des technologies qui viennent de l'aéronautique d'ailleurs. Donc l'acier est un sujet, mais qui est maîtrisé depuis très longtemps. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que des gens qui n'y connaissent rien commencent à utiliser l'hydrogène dans n'importe quel type d'acier. Mais là, on est dans le domaine industriel. Il faut qu'il y ait des normes, il faut qu'il y ait des réglementations. Et on travaille d'ailleurs avec le Conseil mondial de l'hydrogène. Je peux en dire juste un mot. D'ailleurs, Jean-Bernard et EDF en fait partie. Nous sommes une centaine d'entreprises de tous secteurs confondus à s'être regroupées dans un Conseil mondial de l'hydrogène pour justement regarder comment on pouvait faire en sorte que la planète se dote de cette énergie du futur, dans quel secteur, à quelle vitesse, avec quel coût, quelle réglementation, quelles normes. Et nous travaillons en fait avec tous les États, d'abord avec le Japon, parce qu'il a été le premier à s'y mettre, puis la Corée, puis la Chine, puis toute l'Europe. Et donc aujourd'hui, nous avons en fait une force de réflexion et d'action dans tous les secteurs, que ce soit le transport, le pétrole, l'énergie, la chimie, les transports, les matériaux, des petites entreprises, des financières, etc. Donc nous avons une force de frappe pour essayer d'élaborer les règles du jeu pour que l'hydrogène devienne vraiment une énergie qui soit une énergie du XXIe siècle. Donc le monde s'est pris en charge et le secteur de l'aviation est bien représenté puisque Airbus fait partie de ce Conseil de l'hydrogène. Jean-Bernard Lévy, vous voulez rajouter quelque chose sur l'hydrogène? Puis on va prendre une autre question, je crois, dans la salle. Oui, il y a pas mal de questions. Non, je voudrais juste dire sur l'hydrogène que nous y croyons pour certaines applications qui nous paraissent à portée dans quelques années. On peut se dire que si certaines courbes d'apprentissage sont là, et malgré un certain nombre d'inconvénients, il ne faut pas non plus se voiler la face, il faut beaucoup de pression pour stocker de l'hydrogène, etc. Ça ne résout pas facilement tous les sujets. Un certain nombre de solutions sont à notre portée. Donc l'hydrogène, pour nous, n'est pas la panacée, mais c'est une solution à un certain nombre de sujets, et notamment en matière de transport lourd. Et puis, bien sûr, l'hydrogène est aussi une matière première dans de nombreux procédés pour l'industrie, les engrais, par exemple, ou bien d'autres industries. Et si cette matière première, au lieu d'être produite à partir de combustibles fossiles, était produite à partir d'une électricité bas carbone, évidemment, on économiserait des montants importants en matière d'émissions de CO2. Donc nous croyons à l'hydrogène. Voilà. À court moyen terme, certaines solutions sont possibles, mais ça, pour nous, ça n'est pas encore prouvé que ça réponde à tout, même si on peut espérer que peut-être un jour, que vu la très grande quantité d'hydrogène disponible, la très grande quantité d'électricité qui n'aura peut-être pas non plus beaucoup d'utilisation à certains moments de l'année ou à certains moments dans la journée, on puisse se rapprocher du moment où l'hydrogène sera compétitif par lui-même. Aujourd'hui, les projets sur lesquels nous travaillons sont des projets, évidemment, où les États, les contribuables, donc, donnent un coup de main pour faciliter cet apprentissage, ce qui est bien normal. Oui. Michel Papalardo, je crois que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Mustapha également, Marion, et on va prendre d'autres questions, hein. Rapidement. Sur l'hydrogène, c'est clair que la manière dont il est produit est très importante par rapport à l'ensemble du débat qu'on a ici, et que pour moi, c'est l'aspect, sa capacité de stockage, notamment d'énergie intermittente, qui à certains moments sont trop importantes pour le besoin, qui me paraît, pour moi, qui est le point vraiment important et qui fait décoller aujourd'hui, je pense, ce sujet de l'hydrogène. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur les transports, parce que justement, on changeait un petit peu de sujet, et on ne parlait pas que d'électricité et d'énergie, mais d'utilisation. Bon, moi, je ne connais pas vos chiffres, hein, mais je doute du 7%. Après, ça dépend de quel territoire on parle. Si on parle de la région Île-de-France, où effectivement, il y a d'énormes aéroports, probablement que la part de l'aérien dans les émissions est importante. Si vous le répartissez sur un territoire plus grand comme celui de la France, je pense que le 2-3% reste bon. Mais après, ça dépend ce que vous comparez. Si vous comparez un avion vide qui va consommer beaucoup avec un TGV très plein, ou si vous comparez à l'inverse un avion très plein avec un train diesel, vous allez avoir des comparaisons qui vont être aux extrêmes. Donc je reviens à ce que je disais, c'est juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, utiliser le bon moyen de transport par rapport à sa consommation. Donc il y a des endroits où, et vous avez entendu la convention citoyenne l'a repris, etc.,
faire en sorte qu'on utilise le train quand les distances sont adaptées au train et qu'on a suffisamment de monde à mettre dans le train. Quand ce n'est pas le cas, on prend un car, et quand c'est des distances plus longues, on prend un avion. Parce qu'il y a des endroits où on ne va pas y aller en train. Voilà, le bon moyen, la bonne organisation, donc les bons investissements aux bons endroits, c'est le début du raisonnable, en fait, quelle que soit l'énergie qu'on utilise après. Alors, on a des questions dans la salle, on a aussi des questions par Internet. Monsieur, puis ensuite là-bas. Merci de vous présenter et puis de faire des questions assez courtes, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Oui. Il faut que ce soit rouge. Non, c'est rouge ici, je crois. C'est ici que c'est rouge. Alors c'est bon, allez-y. Oui. Bon. Ah, c'est là-bas que c'est rouge. Alors allez-y, monsieur, excusez-moi. Très brièvement, bonjour, je m'appelle Razi Hamadi, je dirige une agence d'information spécialisée sur la ville, New Tank Cities, et le 3e cycle de management des transitions urbaines de l'Institut Léonard de Vinci. 2 questions très rapides. La première, le cadre de l'hydrogène est révélateur d'un sujet qui est fondamental. Il a été illustré par la situation liée aux éoliennes. Il a été évoqué aussi très rapidement sur la question des stations de recharge. Est-ce que quelque part, le problème qu'on a aujourd'hui, il n'est pas lié justement à cette capacité de planifier les infrastructures ? Aujourd'hui, on explique qu'il faut des stations à hydrogène. Or, elles se comptent sur les doigts de la main, ce ne serait-ce que dans Paris intramuros. Lorsqu'on sait le prix du mètre carré et la surface nécessaire pour l'installer, y compris pour des questions de sécurité, on se retrouve finalement dans la situation de la poule et l'œuf. On ne peut pas avoir beaucoup de véhicules parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations. Il n'y a pas beaucoup de stations, on ne peut pas avoir beaucoup de véhicules. Mais on n'a pas une programmation et une planification à l'échelle, là, pour le coup, de ce que devraient être finalement les modes de mobilité des Franciliennes et des Franciliens, c'est-à-dire la région, on passe tous par Paris. Et lorsqu'on voit, par exemple, comment a été réalisée la cartographie liée aux zones à faible émission, on imagine ce que sera alors une cartographie au niveau de l'implantation à 10-15 ans de zones, parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils ont besoin de... Voilà. Donc, votre question ? Ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la limite à la transition énergétique, la limite à la résilience, n'est pas tout bonnement liée aujourd'hui à l'incapacité de planifier, et notamment pour une raison qui est politique, qui est la gouvernance. Enfin, et très rapidement, sur l'hydrogène, est-ce que vous ne pensez pas que dès maintenant, les investisseurs, pour accélérer le mouvement, devraient dire l'hydrogène, c'est pour les flottes captives, les taxis, l'industrie, là où on sait qu'il y a de la recharge qui sont quelquefois dans des espaces aménagés qui appartiennent aux industriels et aux professionnels, et sur la voiture individuelle, on met le paquet sur la borne de recharge électrique. On va peut-être prendre d'autres questions, puis on y répondra globalement comme ça. Monsieur, oui. Alors, quand le micro s'allume, c'est à vous. Je ne sais pas. Voilà, et monsieur a levé la main par là, et puis monsieur aussi devant. Oui, bonjour. Laurent Castellan, maire de Branle. Le problème qu'on a, c'est qu'on veut mettre des panneaux photovoltaïques, mais on a une église de bâtiment de France, et donc monument historique, et donc on nous l'interdit. Donc quand on veut mettre des ombrières photovoltaïques, on a le refus systématique dû à l'église. Comment faire ? Comment faire ? Ça, c'est une question difficile. On va prendre encore deux questions. Allez-y, quand c'est rouge, oui. c'est à vous. Oui, merci. Voilà. Oui, Jean-Michel Issakidis, je suis maire adjoint en charge des finances et de l'environnement dans la ville de Viroflay, dans les Yvelines, et élu du conseil de l'agglomération de Versailles-Grand Parc. Moi, j'avais une question très précise pour Monsieur Lévy. Je voudrais l'entendre devant cette assemblée, devant les caméras, pour exprimer la position d'EDF vis-à-vis de la création des communautés d'autoconsommation électrique. Je pose cette question car, d'un côté, je lis, et je crois que c'est vos propos qui ont été rapportés par la presse, qu'à un moment donné, vous disiez, pour la première fois, parlant de ces communautés d'autoconsommation, nos clients vont devenir nos concurrents. Et donc, je me pose la question du rôle que, finalement, EDF va jouer ou joue déjà vis-à-vis des 300 communautés d'autoconsommation électrique qui existent déjà. Je précise pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle ici de panneaux solaires, par exemple, qui sont cofinancés par des groupements associatifs de personnes qui utilisent l'électricité qu'ils produisent eux-mêmes à partir de leurs propres investissements. Et le point particulier sur lequel je souhaiterais que vous vous exprimiez, de telle sorte à pouvoir avoir une trace claire de la position du président d'EDF, à faire valoir auprès peut-être de certains de vos personnels qui n'ont pas tout à fait peut-être la même position que vous. Le point particulier, la question que je pose, c'est celle du rôle d'EDF et
est-elle favorable ou pas à la création de ce que l'on appelle des personnalités morales organisatrices, qui est le chaînon obligatoire pour pouvoir faire fonctionner une communauté d'autoconsommation électrique. Merci. Alors ne me dites pas, c'est pas Merci. moi, c'est les préfets, c'est l'administration, parce qu'on sait très bien que EDF a des moyens d'influence. Donc si vous pouviez exprimer votre position à ce sujet, je vous remercie. Merci pour votre question. Et monsieur aussi avait une question. Voilà. Bonjour. C'est bon, c'est rouge. Donc Hubert Aka, je suis élu de la commune de Bièvre. Je suis adjoint à la transition écologique. Je suis évidemment très intéressé par ce qui concerne la filière hydrogène qui semble intéressante. Maintenant, j'aurais des questions de base. Est-ce que cette filière en fait, de production décarbonée est réellement prête ou faut-il encore des études pour qu'elle soit effectivement économiquement viable? Quel est le pourcentage en fait, d'Air Liquide, qui est un très grand producteur en fait, d'hydrogène, en matière de production d'hydrogène décarboné par rapport à l'hydrogène non décarboné? Et enfin, à quel horizon pourra-t-on bénéficier d'un hydrogène totalement décarboné? Alors, on va répondre à ces premières questions. Peut-être il y a 2 questions sur l'hydrogène, donc peut-être commencer par ça. Oui. Pour moi, l'hydrogène, je vais peut-être répondre là-dessus. L'hydrogène, nous y sommes actifs. Simplement, aujourd'hui, on est sur une courbe d'apprentissage où c'est encore cher. Donc la question, pour moi, n'est pas tellement une question d'étude, si j'ai bien entendu, parce que le son n'était pas peut-être très précis. C'est une question de volume. C'est une question de temps. C'est une question mondiale. C'est pas la France, c'est pas l'Europe. Mondialement, à quel moment va-t-on arriver à des volumes est-ce que ça sera le cas ou pas, il ne faut pas non plus dire que c'est certain, des volumes qui permettront à l'hydrogène d'être une solution qui peut se développer dans le monde que l'on connaît, avec les contraintes économiques que l'on connaît. Donc nous y croyons pour certaines applications. Je reviens d'ailleurs à ce qui a été dit par monsieur qui était dans cette direction tout à l'heure. En effet, il semblerait que la mobilité légère, aujourd'hui, il y a un raz-de-marée de la voiture électrique avec des batteries chimiques. J'observe aussi par rapport à ce qui a été dit que c'est quand même plus simple aujourd'hui pour Enedis de venir raccorder des bornes électriques sur la voie publique. Ça ne prend pas beaucoup de place. Il suffit de le prévoir un petit peu à l'avance. Évidemment, si on vous le demande pour demain matin, on aura du mal. Mais si on le demande 6 mois ou 1 an à l'avance, on sait le faire. Et d'ailleurs, j'observe dans Paris Intramuros, je n'ai pas les chiffres, mais peut-être tu les as, Michel, que le nombre de stations-service a considérablement baissé. Mais je l'observe en tant que Parisien, simplement. Donc, si le nombre de stations-service pour l'essence a beaucoup baissé, c'est probablement qu'il va être difficile aussi de trouver de la place et une rationalité économique, sauf à avoir une volonté planificatrice, ce qui a très bien été dit de la part des autorités publiques. La question qui a été posée sur l'autoconsommation, vous avez donné la réponse vous-même, vous avez dit « je ne souhaite pas que EDF se retourne vers un tiers ». Mais manque de chance, monsieur, peut-être jusqu'il y a une vingtaine d'années, EDF et le ministère de l'Énergie étaient dans une intimité profonde sur les règlements. Mais c'est bien terminé depuis longtemps. Donc nous appliquons la réglementation en matière de dimension des organisations qui souhaitent faire de l'autoproduction et de l'autoconsommation. Nous sommes ni pour ni contre. Nous avons perdu tout monopole sur quelques prestations que ce soit depuis 15 ans. Et donc nous appliquerons simplement la loi. Je dirais simplement, parce que vous ne l'avez pas dit, que les modes d'autoproduction et d'autoconsommation aboutissent à remettre en cause l'un des fondements de notre système énergétique, qui est celui de la péréquation. Que ça soit au bord du Maroni, dans un village amérindien, aux confins de la Guyane et du Suriname, ou que ça soit au centre de Paris, tous les citoyens français payent leur électricité le même prix. Si ce principe est remis en cause, nous appliquerons le principe. S'il est maintenu, nous l'appliquerons aussi. Donc je voulais simplement donner ces précisions. Et s'il y a de l'autoconsommation et de l'autoproduction, nous y sommes favorables, parce que ça va permettre aux citoyens qui sont intéressés par ces formules d'être beaucoup plus conscients de l'impact qu'ils ont sur la planète, et nous en serons très réjouis. Alors peut-être sur l'hydrogène, vous vouliez compléter, Benoît Potier, oui. Donc des réponses très rapides. D'abord, les transports professionnels seront les premières applications de la mobilité. C'est évident, c'est parce que les volumes sont plus importants, la densité de fourniture et d'approvisionnement pour un aéroport, pour un port, pour un dépôt de bus est là. Donc on peut démarrer en fait la mobilité hydrogène beaucoup plus facilement
avec les transports professionnels. Donc c'est ça qui va se développer en premier, et tout le monde est d'accord pour le reconnaître dans le monde entier. Donc je dirais que c'est une bonne nouvelle, parce qu'une fois qu'on aura développé pour les transports professionnels, on pourra l'étendre pour les flottes et pour les particuliers. La planification des infrastructures, oui, elle est importante. On a essayé de l'organiser. Je pense que l'État maintenant a pris les choses en main au travers du plan de relance. Il faut passer à la région, et il faut maintenant que les différentes régions puissent planifier un certain nombre de projets, mais de façon coordonnée, au moins au sein de la région. Sur la question de la filière hydrogène propre, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est viable? La question, c'est qu'on sait produire de l'hydrogène à partir d'électrolyse, l'électrolyse étant alimentée par de l'énergie renouvelable. Air Liquide va démarrer le premier électrolyseur de 20 MW au Canada en fin d'année. Ça paraît peu, mais c'est le plus gros au monde qui va tourner sur ça. Et l'étape suivante pour nous, ce sera 100 MW en Europe, 100 MW en Europe, si possible en France. Donc là, on atteindrait des tailles qui sont des tailles vraiment industrielles. Donc, la filière en elle-même, la technologie est prête. Par contre, les effets d'échelle ne sont pas là. Donc, les coûts sont encore trop élevés. Et c'est exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire multiplier les applications pour baisser les coûts de façon relativement importante. Et là aussi, les études ont été faites par le Conseil de l'hydrogène sur le plan mondial. Donc, on sait qu'en fait, avec toutes les données des industriels, et j'insiste là-dessus parce que ça n'est pas théorique, c'est les meilleures données de tous les industriels du secteur ont démontré que entre maintenant et, je suis désolé, 2050, je reprends ça, mais avec des étapes 2030, 2040, 2050, on a à peu près la courbe d'évolution des coûts et on peut dire que l'hydrogène est compétitif. Éric, et puis Michel Papalardo, je crois, voulait Marion aussi. Juste pour ne pas parler que d'hydrogène, parce que beaucoup de choses ont été dites. Nous, on a sur la question sur l'Église. Alors, je vais parler de l'Église, c'est ça qui m'intéresse, mais je vais juste dire qu'on a démarré un projet en Ile-de-France de 16 stations, et en fait, on a commencé par le client. Donc, ça nous a pris 2 ans à trouver des clients pour nous permettre d'avoir 400 véhicules lourds pour répondre à la consommation de ces 16 bornes. Et après, effectivement, il a fallu faire un maillage en fonction de ses clients. Donc, on vient de finir ce tour de table. Donc, ça va être une expérience à grande échelle de 400 véhicules lourds en région parisienne. Et ces stations, pour répondre à monsieur, seront ouvertes au public. L'idée, c'est que, bien sûr, les clients auront accès à ces stations et seront la plupart du temps sur leur foncier. Mais nous ouvrirons toutes ces stations au public pour essayer d'amorcer cette dynamique. Je voulais parler de l'Église. Alors, l'Église, c'est super intéressant. Il y a 12 ans, on a inventé un produit qui s'appelle la tuile solaire. Ça s'appelle SunStyle. On a couvert le marché Saint-Charles à Perpignan. Ça fait 9 MW. C'est 15% de la consommation de la ville de Perpignan. On produit avec cette tuile solaire. On répond à cette consommation depuis 12 ans. Ça a disparu parce qu'il y a eu tout un tas de stop and go dans le solaire, comme vous le savez, le moratoire pour des raisons qui étaient justifiées à l'époque. Il y a 3 ans, on a repris ça. Et puis tout à coup, cette tuile est devenue à la mode. Pourquoi? Parce que mon ami Elon Musk, à Buffalo, s'est dit, tiens, c'était super cette idée. On s'est parlé. Il n'a pas voulu distribuer notre tuile. Il a lancé sa tuile. Donc de Pau s'y est mal pris. Et on a commencé, nous, à promouvoir cette tuile auprès des architectes. Et on parlait des architectes des bâtiments de France tout à l'heure. La problématique, c'est que c'est départementalisé. Et chaque architecte des bâtiments de France a sa propre appréciation sur est-ce que j'ai envie de promouvoir ce produit ou pas. Pour répondre à votre question, on a déjà installé ce produit sur des églises en France. Donc je vous engage à aller regarder SunStyle. Vous allez en entendre beaucoup parler puisqu'on a couvert le pavillon français de l'exposition universelle qui aura lieu que dans un an. Et on a surtout gagné beaucoup de projets des plus grands architectes de cette planète et aux dames et au regret d'Elon Musk jusqu'à San Francisco en Californie où un des grands groupes mondiaux nous a fait confiance pour son prochain siège social. Donc il y a de bonnes nouvelles qui arrivent de ce côté-là. Surveillez bien ce produit. On l'en lancera officiellement en France fin octobre. Et on devrait résoudre cette question puisque c'est un produit esthétique. Et donc on va essayer de concilier production énergétique et esthétisme. Et j'espère que là, on aura l'adhésion de l'ensemble des architectes des bâtiments de France, ce qui est déjà le cas dans certains départements. Michel Papalardo, puis ensuite Marion Richard. On devra malheureusement après conclure cette table ronde. Plus générale, c'est pas pour revenir sur votre église, mais plus générale sur les ABF et les contraintes et l'acceptabilité. Et je crois que c'est Jean-Bernard qui en a parlé. Qu'on prenne des précautions pour que
dans l'environnement des bâtiments historiques. Il n'y a pas quand même qu'à ces endroits-là qu'on peut faire du solaire ou de l'éolien. Mais enfin, que dans ces zones-là, on fasse particulièrement attention, moi, ça me paraît absolument normal. Et ça fait partie de l'acceptabilité, parce que si on fait des bêtises dans ces zones-là, on va se retrouver avec un nombre incommensurable de critiques. Donc, il faut faire attention. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est très variable selon les personnes, parce qu'on a beau, et j'y ai participé à de nombreuses fois, essayer de faire de la formation, etc. C'est quand même, que ce soit en matière de développement des énergies renouvelables ou d'autres choses d'ailleurs, hein, l'ABF, il a des guidelines, mais en fait, après, c'est quand même lui qui décide. Bon, c'est vrai dans tous les secteurs. Donc, il y a un besoin avant tout de faire en sorte que la population elle-même accepte ces développements, soit demandeuse et soit à la recherche de solutions, parce qu'effectivement, il y en a des solutions. Mais ça fait partie disons qu'on aura plus de facilité à faire ça si réellement on a dans les zones où la question se pose, une population qui majoritairement cherche à trouver des solutions plutôt qu'à empêcher que ça se fasse. Et il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Je me faisais la réflexion, c'est très vécu cet été, où j'étais dans une zone où visiblement on avait décidé qu'il n'y aurait pas d'éoliennes, c'était la campagne, hein, il n'y en avait pas une, ça c'est clair. Par contre, il y avait en face des châteaux, parce qu'il n'y avait que des châteaux dans cette région-là, vous pourrez trouver où elle se place, il y avait des silos agricoles rouillés dans tous les sens, enfin des choses absolument épouvantables pour moi, en termes de paysage, pas moyen de prendre des photos, mais par contre, effectivement, on faisait attention à ce qu'il n'y ait pas ni de solaire, ni d'éolien. Donc, je pense qu'il faut vraiment que collectivement, et c'est un problème d'acceptabilité, de compréhension et d'explication de la population, qu'on fasse en sorte de trouver des bonnes solutions, et il y en a, et on a parlé d'intelligence artificielle, mais il y a de l'intelligence tout court qui a beaucoup fait progresser les solutions pour développer à la fois l'efficacité et les énergies renouvelables. Il faut vraiment qu'on leur fasse la pédagogie et qu'on arrive à convaincre les Français, nos concitoyens, qu'effectivement, l'éolien offshore, ça ne doit pas prendre 10 ans, 12 ans, 13 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, et de même les églises ou des zones moins sensibles, on va dire, que celles que vous avez signalées. Et je pense que c'est vraiment un effort collectif qu'on a à faire tous d'explication et de pédagogie. Marion Richard, un mot de conclusion? Oui, on a entendu parler d'autoconsommation. Il y a eu plusieurs élus locaux qui ont pris la parole. Ça pose quand même, on le voit, la question de l'implication des citoyens et des collectivités dans les projets d'énergie renouvelable. Et pour faire le lien avec l'acceptabilité, on sait que quand ces acteurs locaux, les citoyens, les collectivités, sont co-actionnaires, copropriétaires des projets d'énergie renouvelable, eh bien, ces enjeux d'acceptabilité se posent beaucoup moins. Parce que ces acteurs locaux ont à cœur l'intérêt du territoire, que les habitants qui peuvent se poser des questions savent avec qui ils peuvent dialoguer. On a aujourd'hui 300 initiatives dans toute la France, il y a 25 collectifs en Île-de-France, où on a cette implication des citoyens, des collectivités, souvent aux côtés d'entreprises privées. Et on sait que ces projets, des projets maîtrisés par les collectivités, les citoyens, souvent aux côtés d'autres acteurs, génèrent 2 fois plus de retombées économiques locales que des projets classiques. Et il n'est bien entendu pas question de remettre en cause la solidarité nationale. Voilà, il ne faut pas tout comprendre, il ne faut pas tout mettre... on ne peut pas non plus parler d'autoconsommation et brandir la peur de la fin de la solidarité nationale. La vraie question, c'est celle de quel rôle on veut pour les citoyens, les collectivités, aux côtés des autres acteurs dans la transition énergétique. Eh bien, merci beaucoup à tous. Ce sera le mot de la fin. On peut applaudir nos intervenants. Merci d'avoir participé.